Merci Edouard. Donc l'EPFL, c'est l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, qui est en général dans à peu près 5e en Europe, comme école de sciences et technologies. Mais moi, je viens de l'éducation. J'ai fait une thèse en intelligence artificielle parce que c'est plus facile qu'une thèse en éducation, mais j'étais instituteur primaire. J'ai fait un master en éducation. J'ai passé 12 ans dans cette vénérable institution. Et puis, je me suis retrouvé à l'EPFL. Et quand j'ai écrit le titre de ce talk, je me suis dit, mince, tu prends des risques parce que tu utilises le mot mythe et tu ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Et il y a certainement des gens dans la salle, j'ai vu Nathalie tout à l'heure, il y a certainement des gens dans la salle qui ont une définition beaucoup plus précise. Alors permettez-moi tout de suite de me faire un disclaimer. Donc, ce que je veux dire, c'est une croyance indécrotablement présente. C'est comme le fer dans les épinards. Voilà. On sait qu'il n'y a pas spécialement beaucoup de fer dans les épinards. C'était une faute de frappe lors de la transcription des résultats. Mais quand je mange des épinards, parce que pendant 15 ans, ma mère et Popeye m'ont répété « Mange tes épinards, mon fils, il y a beaucoup de fer ». Voilà, je vois quand même... Donc on a ces croyances. Et si vous faites de la recherche, ceux d'entre vous ceux et celles d'entre vous qui font de la recherche sur les technologies éducatives, on passe son temps à se battre pour ça. Hein. En gros, on a toujours des gourous et des technophobes. Okay. Les technophobes qui nous disent c'est la fin du monde, nos étudiants ne vont plus rien apprendre à cause de ChatGPT. Je ne parlerai pas de ChatGPT aujourd'hui. Ne vont plus rien apprendre, mais bon, et les enfants auront tous des yeux carrés parce qu'ils vont passer 5 heures par jour devant un écran. C'est pas comme ça que ça marche dans les écoles. Mais surtout, le pire, c'est les gourous. Parce qu'ils promettent des miracles. Ils disent au ministre machin, au directeur machin, on va utiliser ce gnon et vous allez voir tous. Il n'y a pas de miracle en éducation. Hein. C'est une règle de base. Donc, si vous promettez trop, vous ne pouvez que décevoir. Et souvent, on a des résultats assez intéressants. Je vais vous en montrer pas mal. Souvent, on pleure parce que ce n'est pas génial, mais il n'y a pas de miracle en éducation. Donc, en général, les journalistes vous appellent, je ne sais pas vous, moi, en disant « Quel est l'effet de Et ce ça peut être plus ou moins n'importe quoi. Quel est l'effet de la réalité augmentée? Quel est l'effet de la robotique? À l'EPFL, est-ce que vous allez remplacer tous les enseignants par des robots? Ben oui, bien sûr. Hein. Et les enfants aussi, les journalistes aussi, tout le monde à la plage. Voilà. Donc il y a toujours toutes ces exagérations, ces simplismes qui sont là. Et donc ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est un peu mea culpa. Parce que je pense que c'est aussi un peu la faute des chercheurs comme moi et de la manière dont on fait nos recherches que pour finir, on propage cette croyance, même s'il n'y a pas d'effet intrinsèque à une technologie, je vais vous l'illustrer aujourd'hui, mais pour finir, nos méthodologies peut-être propagent cette croyance. Cette croyance qu'un outil, la réalité augmentée, une tablette, un robot, va prédire un effet, combien les gamins vont apprendre. Il y a une croyance un peu plus précise, c'est que plus la technologie est sophistiquée, l'axe horizontal, plus ils vont apprendre. Donc on rajoute smart. Ce n'est pas un système tutoriel, c'est un système tutoriel intelligent, etc., etc. Et c'est toujours plus en informatique. Hein. Plus de résolution, plus de mémoire, plus de CPU, etc., etc. Et il y a un peu une croyance latente que pour finir, si quelque chose est plus sophistiqué d'un point de vue technologique, ça va mieux marcher en classe. Voici une technologie au hasard, c'est le petit robot Timio, vous connaissez peut-être, beaucoup utilisé. Ils en ont vendu, c'est mon collègue Francesco Monada. Il en a vendu 80 000 dans les écoles françaises et suisses, super pour apprendre l'informatique, pas très cher, incassable, plein de sensors, etc. Alors imaginons différentes activités que l'institut ou l'enseignant met en œuvre dans sa classe. Premier enseignant, il montre le code sur le beamer et demande aux enfants de taper le code dans le système. Un enseignant qui n'a rien compris. Hein? Ok, qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Pas grand-chose. Deuxième enseignant, il organise ses activités comme ceci. Il y a un groupe qui programme le robot pour qu'il puisse traverser le labyrinthe, et l'autre groupe conçoit le labyrinthe suivant pour empêcher le robot de s'échapper, puis il change les rôles, etc. Ah, pas mal, apprendre en groupe, programmer le robot, comprendre la logique. Troisième activité,
Même chose, résolution de problèmes en groupe, mais ici, il y a un peu de physique en plus pour faire ça. Donc voilà, la même technologie, exactement la même, 3 activités différentes, les gains d'apprentissage sont différents. C'est bien la preuve que ce n'est pas la technologie, puisqu'avec les mêmes technologies, on aurait des gains différents. Le vrai graphe, on devrait mettre en X, en abscisse, en axe horizontal, pas la technologie, mais la richesse cognitive, to quel extent, à quel niveau la technologie sollicite cognitivement les élèves. Voilà, donc le premier mythe qui est là et qui est difficile, et pourtant vous êtes tous d'accord, vous allez me dire, mais on ne vous a quand même pas invité pour faire un keynote sur un truc aussi banal de dire ça. Mais en fait, si, il faut leur dire chaque fois, non, c'est pas la technologie, c'est ce que les enfants vont faire en classe avec technologie, la qualité de l'activité que l'enseignante ou l'enseignant vont demander aux élèves de faire. Et s'il n'y a pas beaucoup d'intensité cognitive, il n'y aura pas beaucoup d'apprentissage. C'est un truisme, mais pour finir, parfois, il faut redire des choses tout à fait simples. Et ce que je voulais dire aussi, c'est un peu de ma faute, de notre faute s'il y a des vieux chercheurs en technologie éducative. Je dis ma faute parce que ça fait 40 des années que je suis là-dedans. Mon mémoire de master, c'était machine learning en éducation, c'était en 85, ça ne marchait pas, mais depuis, j'ai fait que ça. Des travaux de recherche, ça ne marchait pas, mais c'était beau. Aujourd'hui, le machine learning, ça marche, mais c'est moche, c'est des grosses brutes. Enfin bref. Donc 40 ans de travaux expérimentaux, et je pense qu'en quelque sorte, on perpétue ce mythe. Alors, voici un exemple sur un logiciel avec lequel je travaille avec les formidables personnes de Besançon, sur l'apprentissage de l'écriture, et en particulier les enfants qui ont des problèmes d'écriture. 25% des enfants, au début de leur scolarité obligatoire, ont des difficultés à écrire. 9%, exactement 8,6 en France, sont considérés comme dysgraphiques. La dysgraphie est à l'écriture, c'est que la dyslexie est à la lecture. Et s'ils ont des problèmes pour écrire, c'est un peu le début de la galère à l'école. Parce que même pour faire 5 plus 5 égale 10, il faut écrire 5 plus 5 et ça bouffe les ressources cognitives. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une application en utilisant du machine learning. C'est devenu un peu l'outil de base maintenant partout. Donc on a récolté les écritures de 1000 gamins qui avaient des problèmes à écrire, donc qui avaient été considérés comme dysgraphiques, et 1000 qui n'en avaient pas, et on a demandé au système d'apprendre à reconnaître une écriture qui a des problèmes. Parce que, évidemment, ça j'ai déjà dit, il existe un test pour ça. Hein. Il existe un test, ça s'appelle le BHK en France, ça vient de Hollande au départ, ils écrivent 5 phrases, et puis le thérapeute les code chacune de 5 phrases sur les 13 critères, et à partir d'un certain seuil, on peut aller à la Sécu se faire rembourser un traitement. Okay. Il y a des problèmes avec ça, c'est subjectif, vous donnez la même feuille à 2 experts, ils sont d'accord que dans 60% des cas, ça prend 20 minutes pour le temps d'expert, 20 minutes qui pourraient passer avec le gamin, vous allez voir que notre solution le fait en 20 secondes, et surtout, ce que fait l'expert, l'enfant a écrit sur le papier, il a la forme des lettres. Il n'a pas toute la dynamique de la motricité, etc. Tandis que nous, on a la position, mais aussi donc la vitesse, l'accélération, la pression du stylet et l'angle du stylet 240 fois par seconde. Okay. C'est là qu'il faut du machine learning. Quand vous avez 5 minutes d'écriture avec 240 points par seconde par 2000 enfants, à un moment donné, il faut pouvoir faire les choses. Et surtout, ce qu'on a vu, c'est que l'enfant commence à septembre en Suisse. En France, il commence un peu plus tôt. Mais disons septembre, première année primaire, troisième primaire Armos, l'enfant commence à écrire. À Noël, l'instit se dit... Voilà, il convoque les parents en janvier. Les parents disent, ouais, on comprend. Ils appellent un expert, un thérapeute qui leur donne un rendez-vous. Et c'est déjà passé Pâques. Donc c'est moi qu'on avait pour vraiment aider l'enfant. Ils sont perdus. Et l'enfant est déjà dans ce cycle. Non, mais écrire, c'est pas pour moi. L'école, c'est un endroit où j'échoue, etc., etc. Donc nous, on demande à l'enfant d'écrire sur une tablette et on extrait des propriétés grâce au machine learning que l'œil humain ne peut pas percevoir. Car il n'y a pas que la forme, mais il y a la vitesse. Il y a à gauche un enfant dysgraphique, à droite pas. Vous voyez, la couleur, c'est la vitesse, donc les changements de vitesse, les changements de pression, les changements d'angle. Donc ce que le système trouve, c'est par exemple la deuxième dérivée du stylet, de la pression du stylet prédictif.
un être humain ne voit déjà pas vraiment la pression, mais pas la pression du stylet. On a travaillé avec 45 thérapeutes qui nous ont pas dit « Oh, mais c'est un truc pour perdre notre job ». Non, on nous a dit « Waouh, c'est super, on peut passer 20 minutes de plus avec l'enfant et avoir ces données régulièrement ». Donc voilà, il extrait des propriétés extrêmement sophistiquées. Et plus intéressant, dans le test papier, vous êtes dysgraphique ou non. Le seuil a été fixé à 2 sigma de la moyenne, je crois. C'est comme ça, un peu arbitraire. Un enfant qui est 2 sigma, 2 écarts types en dessous de la moyenne, on lui met le stempel dysgraphique et je vois qu'on met des stempels. Mais là, on trouve que pour les mêmes gamins qui ont le même score global en haut, le même score total, en fait, il y a parfois des profils totalement différents. Pour un gamin, c'est plutôt un problème d'angle, pour un autre, c'est plutôt un problème de pression. Et en fonction de la difficulté, ils ont des jeux. Donc, comme ces gamins détestent écrire, ces enfants détestent écrire, on leur fait pratiquer l'écriture, enfin la pression en contrôlant un hélicoptère, un sous-marin, etc. Puis à la fin, il y avait évidemment aussi des jeux où ils doivent écrire. Voilà. Et pour l'enseignant, il y a un outil de suivi, donc on peut les suivre chaque semaine. Mais voilà, je reviens à notre problème de base, c'est, on me dit, ah maintenant il faut prouver ça. La fondation Mercator qui nous a financé. Maintenant, vous devez prouver que écrire sur cette tablette, grâce à votre outil, ça va s'améliorer mieux qu'avec du papier. Et c'est là qu'il y a le problème. J'ai dit, mais attendez une seconde, quand je parle à un instit, je dis jamais, vous prenez les enfants et pendant 1 heure, vous allez leur faire jouer avec ce logiciel Dynamilis. Non, je leur dis, vous faites 4 ateliers. Il y en a un qui utilise la tablette, il y en a un autre où les enfants écrivent dans le sable, comme ça se fait dans beaucoup de cas, un troisième dans lequel ils écrivent dans le dos de leur pote, et le pote doit deviner la lettre qui a été faite. Ça, c'est pas pour la motricité, c'est pour le schéma mental visuel de la fin. Et enfin, un 4e atelier où ils écrivent sur du papier, parce que c'est le but. Et puis, après 15 minutes, vous dites, les enfants, on tourne. Voilà. Ça, c'est la vie d'une école, c'est pas mettre des enfants à plat sur un tablette, bien sagement, à écrire, etc. Et donc ce qui se passe, si vous voulez, ici, c'est que pour pouvoir prouver l'efficacité de cet outil, on doit faire des expériences qui ne correspondent pas à la pratique d'une école. Donc on publie, ok, j'ai publié à gogo, on publie, c'est bien, c'est rigoureux, etc. Mais ce n'est pas tellement utile parce que ce n'est pas une bonne façon d'utiliser, mettre 25 gamins en une fois sur une tablette, enfin sur leur tablette, etc. C'est nettement moins bien que d'avoir quelque chose qui est la vie d'une classe. Donc, ce qu'il faudrait faire comme expérience, c'est plutôt des expériences dans lesquelles la tablette, Dynamilis, est utilisée avec les autres activités. Mais comme on veut absolument, comme on se concentre trop sur l'outil, on dit on ne peut pas, peut-être que l'efficacité est due aux autres activités. So what? Ben oui, ce qui compte, c'est que les enfants écrivent mieux. Le reste, voilà. Donc, maintenant, si on n'a pas une activité et 3 activités, on a un effet de l'enseignant. Et là, mes collègues me disent c'est un biais expérimental. Mon pote, je ne vais pas dire son nom, mon pote, il me dit « Hé Pierre, c'est super cette expérience, j'ai pas d'effet enseignant. » Je dis « Franck ?» Oh, j'ai dit son nom. Je dis « Franck, tu réfléchis un peu à ce que tu dis ?» Parce que c'est vu comme un biais. Hein, parce que ça veut dire que la même technologie qui est utilisée par un enseignant qui est compétent et qui l'utilise bien n'aura pas le même effet que par un enseignant qui l'utilise moins bien. Et bien sûr, ce n'est pas que l'effet de la technologie va compenser ces choses-là. Alors, passons à des exemples un peu plus différents. Maintenant, on quitte l'école primaire, on va dans la formation des apprentis. Pour les Français dans la salle, c'est la base, c'est l'ADN de la Suisse. Hein. Mon ministre de l'Éducation, enfin il n'est pas vraiment éducation, il est plutôt économie, mais bon, il a fait un apprentissage. Le CEO de l'UBS, il a fait un apprentissage. C'est 2/3 des adolescents chez nous. Et les profs de charpente me disent, Pierre, on a un problème. Dans le nouveau plan d'études, on doit enseigner la statique, donc la propagation des forces dans les poutres, pour les charpentiers, pour les toits, en 3 heures. Voilà. À l'EPFL, vous mettez 3 ans pour former les ingénieurs civils à la statique, mais nous, on doit le faire en 3 heures. Et sans maths. Voilà. Alors, ça, j'adore. Un des mythes qu'on a, c'est que si on amène des technologies à l'école, on est innovant. Non. On parle d'ailleurs des nouvelles technologies. Mais bon, dans mon cas, ça fait quand même 42 ans
Hein? À un moment donné, quand est-ce qu'on va arrêter d'appeler ça les nouvelles technologies? C'est comme les nouveaux francs. En France, il a fallu l'euro pour arrêter de parler de nouveaux francs et d'anciens francs. Les nouvelles technologies. Donc, ce n'est pas parce qu'on utilise une technologie qu'on innove. Hein? Puis innover, ce n'est pas vraiment un but en temps. Pourquoi? Ce qui est bien, c'est de trouver un problème. Donc, quand un enseignant dit « Moi, j'ai un problème », je dis « I love you ». Voilà, parce qu'un beau problème, c'est délicieux. Donc voilà le problème, ce qu'on a fait pour les charpentiers, un système de réalité augmentée, c'est-à-dire on projette des informations digitales sur une image réelle ou sur des objets réels. Ici, vous voyez quelles poutres sont en compression ou en extension en fonction de la position de la neige sur le toit. Vous savez, la neige fond plus vite sur les panneaux sud que sur les panneaux nord. Voici à quoi ça ressemble. Donc ici, regarde à travers sa tablette. Il a fait une maquette de son toit, un toit simplifié parce que c'est compliqué, la vraie statique, c'est en 3 dimensions, c'est plutôt pour les ingénieurs. Et il va pouvoir placer des charges, par exemple les panneaux solaires, c'est plutôt au sud, mais du coup la toiture peut faire ça. La neige fond moins vite au nord, donc la toiture fait ça. Et il va voir quelles sont les poutres. Alors je ne sais pas si vous allez avoir en compression ou en extension, 17%, 16%. 23% de ce côté-là, là où il avait mis les panneaux. Ensuite, il peut se dire, non mais voilà, il faudrait que je puisse mettre plus de poids sur le toit, donc je pourrais changer le type de bois, prendre un bois plus cher, ou prendre des poutres plus épaisses, ça va me coûter plus cher, etc. Mais je pourrais mettre quelque chose de plus lourd, etc. etc. Ensuite, parce que le problème, c'est qu'on ne voit pas les forces. Ce qu'on peut faire, c'est lui demander d'exagérer la déformation. Si vous voyez une force, il vaut mieux courir, parce que ça veut dire que quelque chose est en train de bouger. Ici, enfin, vous ne voyez pas la force, vous voyez l'effet de la force. Ici, on peut dire, et si mes poutres étaient en marshmallow, à quoi ressemblerait ma poutre, etc. Ok, super cool. Donc, l'idée, c'est une idée très constructiviste. On va mettre des équipes, ils vont explorer, faire des problèmes, etc., etc., puis on mesurera l'apprentissage. Ben non. Je veux dire, vous pouvez laisser jouer nos étudiants pendant 250 heures avec ce logiciel, ils ne vont pas découvrir les lois de Newton par eux-mêmes. L'humanité a mis des milliers d'années, ils ne vont pas le faire en 20 minutes. Ce qui est intéressant, c'est encore la séquence. C'est, à un moment donné, ils n'ont pas découvert, ils n'ont pas fait Eureka, mais ils ont un peu senti des choses. Et à ce moment-là, there is a time for telling. C'est le bon moment pour un cours ex cathedra. Et certains parlent de préparation pour learning, c'est-à-dire que si le prof avait commencé, comme souvent, par son cours ex cathedra, les élèves écoutent, ils comprennent les mots, mais ça n'a pas forcément du sens. Ici, comme ils ont essayé, ils sont plantés, ils ont recommencé, il y a du sens, ils sont prêts pour donner du sens à ce que le prof va raconter. J'aime bien cet exemple de mon pote Manu Kapoor, qui est professeur à Zurich. Il enseigne il va dans une école secondaire où il doit enseigner l'écart type. Il ne vient pas avec la définition de l'écart type. Il dit, voici les nombres de buts annuels de 3 joueurs de foot. Lequel est le plus régulier? Allez-y, essayez, dessinez ce que vous faites, mettez-vous un petit groupe, vous dessinez, vous essayez, etc. Alors il commence à calculer le min, le max, il dessine toutes sortes de choses. Eux disent, voilà, le nombre d'années au-dessus de la moyenne. Et ils essayent plein de trucs, ils connaissent le mot moyenne, mais ils ne connaissent pas le mot variance. Et ceux-là, j'aime bien parce qu'ils font un graphe. Puis il y a une équipe qui a dit, et si je mets une ficelle sur le graphe et que je l'étire, alors celui qui a la plus longue ficelle est le moins régulier. Ils arrivent à la notion, et puis ils donnent sa leçon. Et pas de différence significative entre ça. Donc, c'est quoi la comparaison? Exploration, ils appellent ça productive failure, parce qu'ils ne trouvent pas. Mais ils explorent, et puis il y a la leçon, ou l'inverse. Pas de différence en termes de capacité procédurale, donc le calcul de l'écart type, il n'y a pas de différence, mais en termes de compréhension et en termes de transfert, différence significative. Et je vous invite à lire ce papier assez récent où ils ont fait une méta-analyse de pas mal d'études comme ça, dans lequel on compare problem solving suivi d'instruction ou les deux. Et encore une fois, donc, on est dans la séquence et pas juste dans la technologie. J'ai vu cet article l'autre jour dans l'Économiste. C'est pas le 20 minutes, hein, c'est l'Économiste, c'est l'hebdomadaire le plus réputé, en tout cas si vous êtes un peu de la droite libérale, le plus réputé au monde. Et ils nous disent, ouais, c'est génial, on a découvert que les technologies qui aident l'enseignant sont meilleures que celles qui remplacent l'enseignant.
Mais qui vous a dit ça, hein? Il y a peut-être des gens bizarres, mais moi je ne connais aucun chercheur sérieux en technologie qui dit on va faire des technologies pour remplacer l'enseignant. Et j'ai un très bon exemple de ceci. Donc c'est toujours cette croyance que la technologie va avoir un effet tel que... Encore les apprentis, mais en logistique cette fois-ci. C'est des gaillards, je dis des gaillards parce que c'est que des hommes, et c'est des costauds, hein, qui déplacent des caisses dans des entrepôts. On a été les interviewer. Les problèmes sont délicieux. Ils ne font pas de logistique. Parce qu'organiser l'entrepôt, ce n'est pas le job de l'apprenti, c'est le job du patron. Alors, et les enseignants nous disent, bah oui, justement, on doit donner cours de logistique, mais ils ne comprennent rien, ce n'est pas leur truc, etc. Vous ne pourriez pas nous faire quelque chose d'assez concret pour enseigner la logistique. Alors, de nouveau, une réalité augmentée. Voici mon entrepôt, voici où les camions arrivent, d'où les camions partent, et 3-4 étudiants se mettent autour de la table et construisent l'entrepôt. Là, ça devient rouge, donc information digitale sur un objet physique, parce que les étagères étaient trop proches pour que le clerc puisse tourner entre les étagères. Donc, la feuille à gauche, c'est l'exercice du jour. Il n'y a pas de login d'ailleurs, on met juste une feuille et ça démarre. Et une fois qu'ils sont prêts, ils peuvent faire tourner la simulation. Et là, ils voient les clercs, les transpalettes qui vont chercher les caisses dans les camions, on les amène aux étagères, etc. En bas à gauche, il y a le temps moyen pour amener une caisse du camion à l'étagère, c'est la performance de l'entrepôt, mais ce n'est pas des gens avec qui on parle d'optimisation, hein, c'est des gars qui ont les apprentis les plus faibles du système. Il y a toutes sortes d'activités, quand on ne bouge pas une caisse, mais peut-être 2 vis. Comment charger un camion dans l'ordre inverse des livraisons tout en gérant le centre de gravité d'un camion, la loi des leviers. Et pour eux, la chose la plus difficile, en fait, c'est la gestion de stock, parce qu'il faut il faut anticiper que si on n'a plus de fraises à vendre, il faut commander avant d'être... Bref. Les enseignants ont dit « Ah, ben c'est bien, on arrive à expliquer des choses très difficiles. » Les apprentis m'ont dit « Ah, monsieur, c'est déchirant. Ah, ça déchire grave, monsieur, je peux prendre une photo, allez-y. » Pas de différence significative. Comparer papier avec ce super cool, réalité augmentée que tout le monde aime, et pas de différence significative. J'ai un laboratoire avec des étudiants super cool, ils sont tous meilleurs que moi. On fait des choses cool, on va dans les écoles et on pleure. Hein, parce que voilà, il n'y a pas de miracle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ici, on a analysé il y avait 4 équipes en classe, et l'équipe la plus forte est là, cette colonne verte. C'est-à-dire, ils discutent avant de lancer la simulation, ils comparent, ils prédisent, et la plus faible n'avait rien du tout, donc ils jouaient. Ils bougeaient les étagères, faisaient run, bougeaient les étagères, run, etc., etc. Donc, Son, qui faisait sa thèse là-dessus, a inventé une carte qui permet à l'enseignant d'interdire la simulation. Donc, l'enseignant montrait la carte au système de projection, il ne pouvait pas simuler, il devait appeler l'enseignant. Ah, monsieur, on peut... Oui, alors qu'est-ce que tu penses que cet entrepôt va être plus rapide que le précédent? Oh, monsieur, je ne sais pas, monsieur. C'est des ados, hein. Je ne sais pas, monsieur. Bon, réfléchis un peu. Oui, monsieur, oui, ça va être plus rapide. Et pourquoi? Oh, je ne sais pas, monsieur. Donc, il fallait prédire, c'est une des meilleures activités d'apprentissage, les forcer à penser, à prédire, et c'était pas simplement à jouer avec le truc. Et vous voyez le prof qui se balade en classe avec sa carte. On a aussi donné des outils pour qu'à la fin de l'User Time Photoling, à la fin, ils puissent prendre les entrepôts construits par différentes équipes et les comparer pour expliquer pourquoi. Parce que quand on fait a time photoling, il faut que la leçon exploite un peu ce qu'ils ont fait pendant la résolution de problème, sinon il y a une disruption. Et avec ça, finalement, on a une différence significative. Donc, ce qui est cool, la même technologie. On n'a rien changé. On a donné un bout de papier à l'enseignant pour contrôler, pour demander plus des étudiants. La même technologie, des effets différents. Pourquoi? L'effet enseignant. Ce n'est pas un biais. Okay? L'enseignant n'est pas un biais méthodologique. Voilà. Ce genre de... Et c'est là qu'on a développé un peu ce concept d'orchestration de la classe, parce que ce n'est pas évident pour un enseignant.
Il ne s'agit pas, on dit time for telling, il ne s'agit pas d'aller dans son PowerPoint et faire tac, tac, tac. Il faut un peu construire sur ce qu'ils ont fait. Il faut gérer le temps. J'aime bien, voilà, on avait une lampe un peu standard, mais on a fait des modèles plus jolis pour pouvoir projeter sur la table. Il y en a une, si vous êtes enseignant, vous ne la voudrez pas. Surtout si vous enseignez à des adolescents. La noire ou la blanche que vous n'aimerez pas dans votre classe? Avec la noire, ils vont fumer. Hein. Vous ne les voyez plus, vous perdez l'ennemi de vue, vous ne savez pas ce qu'ils vont faire. Mais j'aime encore mieux cet exemple qui montre qu'il ne faut pas seulement une activité d'apprentissage, il faut gérer sa classe. C'est toujours la même version d'une lampe qui projette, version low cost, une lampe qui projette sur la table. Et puis, elles ont 4 couleurs différentes. Rouge, jaune, blanc, bleu. Est-ce que la couleur de l'ordinateur a un effet sur l'apprentissage? Vous fumez la moquette à l'EPFL, c'est pas possible. Est-ce que vous pensez vraiment que la couleur de l'ordinateur a un effet? Ah, pourquoi c'était utile d'avoir des lampes de couleurs différentes? Oui, et alors? Des groupes différents? Une identité? Plus que ça, pensez plutôt gestion de la classe. Voilà, pour l'enseignant, c'était simplement plus facile de dire les bleus, les jaunes, les rouges, etc. Donc, voilà, est-ce que la technologie, on tient en compte la gestion de la classe? On parle toujours... Alors, il y a un truc, si vous êtes dans le domaine, il y a un mot-clé qui revient tout le temps. Le but des technologies, c'est individualiser l'éducation. Hein? Ils ont même inventé maintenant hyper individualisé. Je ne sais pas ce que ça veut dire, peut-être ma partie gauche. Bon, bien sûr, mais les premiers papiers que j'ai lus en 82, 83, ils étaient écrits « Le but de l'ordinateur, hein, est individualiser. » Ok. Mais regardez un peu cette image. Est-ce que c'est une classe, ça? Chaque enfant dans son coin, là, ils se regardent quand même un peu. Mais ce n'est pas l'avenir de l'école d'avoir des gamins, chacun sur leur poste et tout individualisé. J'adore cette photo de mon copain Miguel Nussbaum à Santiago, dans lequel... il y a de la vie. Hein. Alors, quand on met 3 enfants devant un ordinateur, en général, il y a une personne qui domine, elle prend le clavier et la souris. Donc là, il a mis 3 souris. Et chaque souris ne peut manipuler que certains objets à l'écran. Donc, les 3 enfants doivent interagir. Ça, c'est ce qu'on veut. C'est, dans ces activités, il y a des activités individuelles, en équipe, en classe entière, tout ça géré par l'enseignant. Et voici le genre de graphe qu'on a développé pour gérer ces classes, déjà quand j'étais à Genève, dans lequel, pour finir, une leçon, c'est une séquence d'activités individuelles, en équipe et en classe. Et voici ce que j'avais fait à l'époque, j'ai retrouvé ça, pour favoriser le conflit socio-cognitif. Vous savez, quand vous dites aux élèves, mettez-vous 2 par 2 et argumentez. Hein, ils n'ont peut-être pas aucune opinion, etc., etc. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a donné un questionnaire individuel. Ici, j'ai mis des fausses questions. Hein. C'est sur le doping dans le marathon, mais je faisais ça dans ma classe ici sur le sujet du cours. Ensuite, le système fait une carte des gens qui ont des opinions les plus opposées, et puis forme des paires automatiquement, des paires qui ne sont pas d'accord. Hein, Doise, Muni, je rends hommage, Perret-Clermont, pour provoquer le conflit socio-cognitif. Donc, ils doivent retourner maintenant à 2 et faire argumenter le pour et contre. Et à la fin, debriefing, the reason time for telling, je prends toutes leurs réponses et je faisais mon lecture. Voilà. À la fin, il y avait un individu. Donc, pour finir, ce n'est pas individuel. C'est la richesse d'une leçon, c'est aussi... Il y a le digital, il y a le non-digital, il y a l'individuel, le collectif, etc. Et parfois, on est un peu braqué. Dans ma communauté qui s'appelle Computer Supported Collaborative Learning, la première fois, on m'a dit « t'es fou, elle n'existait pas, t'es fou, c'est pas le but. Le collaborative learning pour les ordinateurs, c'est pas le but. » À la fin, il y avait tellement de gens qui faisaient ça que j'ai dit « arrêtez, on a aussi un cerveau individuel quand même, pas tout doit être collaboratif. » Non, il faut intégrer. Alors, ce qui est intéressant, je faisais ça aussi à l'EPFL avec un cours à 150. Et donc, je ne pouvais pas les faire déplacer. Donc, le système créait 50 chats dans lesquels ils devaient argumenter online. Mais il y a un problème quand vous faites ça, quand vous faites ceci, par exemple. Si, par exemple,
vous attendez qu'ils ont fini leur réponse pour pouvoir faire la carte avec les opinions opposées. Vous attendez, vous dites, messieurs, madame, vous avez 5 minutes, 1 minute, allez encore 30 secondes. Ben, vous attendez, mais parfois 80% ont fini. Vous avez dit, j'ai pas envie de perdre les 20%, mais 80% perdent le temps. Donc ils commencent à lire leur email, etc., etc. Donc là, ce qu'on a fait, c'est en rouge, c'est dans mon cours, ceux qui ont fini l'exercice, et en bleu, ceux qui ont commencé. Et quand les lignes deviennent horizontales, ça ne sert à rien que j'attende plus longtemps, parce que je n'aurai pas plus de répondants, et je peux passer à l'activité suivante. C'est l'orchestration, c'est comment on gère pas une activité, mais une séquence d'activités. Dernier point, réalité augmentée. Ça, c'est aussi un truc qui fait peur. On va former des gamins, des gamines qui vont vivre dans un... Ils n'auront plus le sens de la réalité. Hein? Bon, c'est vrai que quand on voit certains shooting games, c'est un peu embêtant. Mais ce que je voulais dire, c'est d'un point de vue éducatif, c'est pas la réalité. Ça ressemble plus ou moins, mais c'est pas la réalité, puisque dans la réalité, on ne voit pas les forces. L'intérêt ici, c'est la différence avec la réalité. C'est le fait que on rend visible l'invisible, c'est les forces. Dans la réalité, on ne peut pas bouger les étagères avec 2 doigts. Et on ne peut pas réorganiser un entrepôt en 30 secondes. Ce n'est pas la réalité. On rend possible quelque chose qui est impossible. Et ça, c'est un thème que j'aime bien faire passer parce que c'est là qu'a la valeur pédagogique. Est-ce qu'on va chercher des choses qui sont impossibles? Par exemple, vous avez produit quelque chose et le système vous montre les variations. On retourne dans la formation professionnelle, mais cette fois-ci chez les jardiniers. Vous êtes un jardinier, vous arrivez avec la maison de gauche, vous avez 30 ans d'expérience, vous fermez les yeux et vous voyez le jardin dans 10 ans. Vous êtes un apprenti, vous arrivez, vous fermez les yeux et vous ne voyez rien. Hein? Et vous ne pouvez pas revenir dans 2 ans, madame, désolé, mais je dois creuser votre jardin parce que l'arbre, je l'ai mis trop près de la maison ou qui vous fait de l'ombre toute la journée, etc. etc. Est-ce qu'on peut faciliter ce travail? Donc voici mon jardinier, Joseph, qui fait comme tous les jardiniers. Il lance un drone dans son jardin. Le jardinier, c'est mon jardin au Rolex. Le jardinier fait un tour, le drone fait un tour et capture un modèle 3D. Joseph, le bon élève, court à son bureau dans lequel le modèle est arrivé et il peut maintenant aller dans son jardin et faire ce que fera un jardinier, c'est-à-dire planter des arbres. Des fleurs, une piscine, un banc. Donc voilà, il y est dans le jardin. Il va passer en mode plantaison. Donc ça se fait de manière verticale. Vous voyez, la qualité de l'image n'est pas bonne parce qu'on fait ça avec des logiciels gratuits. Et il y a des choses plus professionnelles. Hein. Donc ici, il va planter des arbres. Il pourrait mettre une piscine, je ne crois pas qu'il va le faire, mais ça m'intéresserait d'avoir une piscine devant mon bureau. Voilà, accélère un peu. Et puis, une fois que c'est fait, il peut aller visiter son jardin et puis revenir bouger les arbres autant de fois qu'il veut, sans recreuser le jardin. Voici à quoi ça ressemble. Voilà, maintenant je suis dans mon jardin, je peux me balader, il y a un peu de vent dans les arbres, et voir, et puis je peux revenir. Ok. Après, il peut faire quelque chose qui est totalement impossible. Seul Dieu, si vous croyez un Dieu quel qu'il soit, seul Dieu peut faire ça. Il peut demander au système de changer la saison. Montre-moi mon jardin en été, en hiver, au printemps, en automne. Et puis autre chose que seul, je ne sais pas qui peut faire, montre-moi dans 5 ans, montre-moi dans 10 ans. Ah, dans 10 ans, il y aura de l'ombre. Donc, ce n'est pas un bon endroit de... Et une dernière chose qui n'est pas donnée à tout le monde, c'est attraper le soleil et le bouger, pour voir les ombres du matin, les ombres du soir, etc. Et là, c'est intéressant parce que les gens me disent, ben oui, voilà, ce n'est pas la réalité virtuelle délirante, c'est quelque chose qui permet d'envisager, j'ai conçu un jardin et maintenant je vais voir les variations de mon jardin. De manière assez intéressante, voilà, quand on bouge le soleil, on voit les ombres qui bougent. De manière assez intéressante, il a fait des expériences dans lesquelles les jardiniers devaient créer un jardin virtuel, mais aussi le dessiner sur papier. Et il a comparé papier, réalité virtuelle, ou réalité virtuelle, papier. Et les résultats étaient meilleurs si on leur demandait d'abord de penser,
donc de dessiner sur papier, avant de... Voilà. Encore une fois, donc c'est pas que la réalité virtuelle, c'est pas que le digital, c'est le papier et le digital font un bon mariage, et puis c'est avant-après ou après-avant, et c'est l'effet de la séquence qui a du sens. Puis pour rigoler un peu, ce qu'il a fait, c'est de dire, mais en fait, ils sont une classe avec 15 apprentis, ils produisent tous un jardin, est-ce qu'on pourrait faire des variations sociales du jardin? Prendre le jardin d'une personne, le jardin d'autre personne, puisque ce sont des objets digitaux, est-ce qu'on pourrait les mélanger et faire des bébés? Donc vous allez voir comment 2 jardins peuvent faire des bébés, c'est nouveau. Donc là c'est en mode 2D seulement, donc on conçoit un jardin, c'est un élève qui conçoit son jardin, et ensuite on va aller voir les jardins conçus par d'autres étudiants, voici Pierre, Kevin, Richard, et alors voilà, ils souhaitent que Pierre et Kevin, les jardins de Pierre et les jardins de Kevin, pardon, fassent un bébé ensemble, et puis ils peuvent décider de mettre un peu plus de gènes du papa, on appelle ça des algorithmes génétiques, ou un peu plus de gènes de l'autre papa, et voilà. Donc c'est une espèce de brainstorm social, on produit des choses, et puis le système peut nous générer des mix de ce qu'on a conçu ensemble. Voilà. Ensuite, le fils de Pierre et Kevin va faire un bébé avec Ramtin. Et voilà, on peut mélanger les idées dans une classe. Ce n'est pas les idées, c'est les objets. Les objets sont décomposés en gènes, en quelque sorte, en caractéristiques qui sont recombinés. Quand on parle du digital, parfois on parle de choses un peu simples. Des vidéos, des quiz, des textes, des PDF, etc. Ça manque un peu d'imagination. Voilà. L'avantage d'être dans une école avec des étudiants très smart, c'est qu'on y arrive. Voilà, j'arrête là. Trop tourne, désolé. Mais donc le message principal, c'est de dire, quand on pense EdTech, technologie éducative, je ne sais pas si vous savez, mais on a un incubateur avec 100 startups EdTech à Lausanne, on pense à un élève qui va apprendre. Okay? À ceux qui viennent du monde de CSCL, ils pensent à un groupe de 2-3 élèves qui apprend sur un ordinateur ou online, etc. Et ce qu'il faut intégrer dans l'équation pour avoir un effet, c'est la classe. C'est un enseignant qui gère tout ça. Souvent, quand on lui met une technologie, si vous donnez par exemple 20 iPads dans une classe à un gamin, c'est un cauchemar pour l'enseignant. Il commence à travailler avec leur iPad et puis l'enseignant veut prendre le contrôle. Ils disent, les enfants, s'il vous plaît, Dédé, arrête. Les enfants, non, toi, tu recommences. Il doit dire, tout le monde, la tablette à l'envers, etc., etc. Quand on met certains de ces outils en classe, ils sont tellement plus cool que l'enseignant, on leur rend leur vie plus difficile. Et si on leur rend leur vie plus difficile, ils n'utilisent pas. Donc on doit penser le rôle de l'enseignant, pas seulement un blabla, oui, les enseignants sont importants, blablabla. Non, mais dans la conception de l'outil, comment on intègre le rôle de l'enseignant dans l'outil, parce que si on rend leur vie plus difficile, toute personne intelligente dira, ben non, désolé, je ne vais pas utiliser un outil qui rend ma vie plus difficile. Merci. Merci beaucoup pour cette conférence très riche. Donc on va passer maintenant aux questions. Donc, une question. Attention. Excusez-moi. Sinon, je peux parler fort. Oui. Ça marche, on m'entend? Oui. Merci beaucoup, c'était très intéressant, surtout avec vos parcours, votre ancienneté dans le domaine. J'ai une question sur les dépendances et les habitudes de l'EdTech, parce qu'on a eu l'année passée quelque chose de complètement inattendu, et notamment dans votre parcours professionnel. Pour la première fois, on a des représentants de notre pays qui nous ont dit qu'on risquait d'avoir des pénuries d'électricité. Parler d'un blackout. Comment ce type d'annonce et de réalité qui a lieu ou pas, comment ce type d'annonce influence sur votre recherche et la direction que vous donnez à vos chercheurs et chercheuses? Nullement. Maintenant, il s'avère que j'ai un petit hobby, je suis le vice-machin de l'éducation à l'EPFL,
Et donc, effectivement, comité de crise, qu'est-ce qu'on fait si les étudiants doivent rester chez eux? Ce n'était pas le Covid, hein, c'était la crise énergétique. Hein, dans les plans de crise du Conseil fédéral, il y avait une des mesures, je ne sais plus, il y avait toute une gradation, mais à un moment donné, les transports publics s'arrêtent, le chauffage ou la ventilation s'arrête, l'alimentation à l'EPFL s'arrête, les étudiants restent chez eux, mais ils n'ont plus de courant pour reprendre les cours en Zoom comme pendant la pandémie, etc. Et avec toutes sortes de solutions qui consistent à, selon les décisions du Conseil fédéral, à recharger, à downloader les vidéos la nuit, quand il y a du courant, des choses comme ça, etc. etc. Et puis, dans ce qu'a fait le Centre Learn à l'EPFL, il y a beaucoup de choses sur la sobriété numérique. Voilà. Dans ce qu'on a fait dans les écoles, avec les enseignants et avec les élèves, mais ce n'est pas mon labo. Hein. En quoi ça a influencé mes travaux? La vérité, c'est ce que j'ai dit. Mais là, c'est une prise de conscience de ces 2 dernières années qu'on doit aussi, pas la crise climatique, hein, mais le besoin d'aller aussi vers la sobriété numérique dans l'éducation digitale. Voilà. Alors là, on l'a fait beaucoup, puisqu'on a formé 1000 enseignants du canton de Vaud à amener la pensée algorithmique dans les écoles, etc. Une partie des activités sans ordinateur. Et dans tout ce que j'ai montré, ce n'est pas l'ordinateur pendant 60 minutes. Hein. C'est des activités ciblées. Donc, mais c'est un vrai concern. Maintenant, le problème, c'est aussi d'aller chercher les solutions, aller chercher l'énergie. Je ne pense pas que l'éducation soit le plus grand consommateur électrique de la Suisse. Voilà. Déjà, 1/3, c'est de la construction, les bâtiments, les voyages, etc. Mais chacun doit faire le ménage chez lui, donc c'est une préoccupation. Une autre question, du coup? C'est bon, Ariane, je donne. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Moi, j'ai une question plutôt au niveau de l'application de ce que vous faites et de jeux que vous avez créés en fait dans votre labo pour les études ou pour des boîtes privées. Jusqu'à quel point des solutions comme ça sont applicables au niveau de l'école? Est-ce que ça demanderait une formation additionnelle aux enseignants? Et pourquoi ils ne sont pas en fait? Pourquoi les technologies ne sont pas présentes comme ça dans les écoles si c'est... Alors, formation des enseignants, par exemple, sur le truc pour la dysgraphie, il faut 15 minutes pour expliquer les jeux, mais aussi pour expliquer pourquoi il y a ce jeu. Les enseignantes qu'on a formées voulaient savoir à quoi il sert. Donc, il y a 10 jeux maintenant dans le système. Pose pas tellement de questions sur l'aspect machine learning, mais on doit expliquer les résultats, puis expliquer pourquoi il y a ces jeux, etc. Donc, ce n'est pas une formation très compliquée. 20 minutes, ça marche. Pourquoi il n'y a pas plus de digital dans les écoles? Je pense que parce que j'ai pas été, moi, dans mon travail, je n'ai pas été assez bon. C'est-à-dire que il y a 2 choses. On a publié, comme je disais au début, on publie des résultats expérimentaux, mais qui ne sont pas vraiment applicables. Parce qu'on va faire des expériences dans les écoles. Mais on n'a pas choisi 2 enseignants au hasard, on a trouvé 2 enseignants qui étaient d'accord. Ah, c'est pas la même chose. On leur a demandé de ne pas venir 5 minutes avant le début de leur cours, mais de venir 20 minutes pour tout installer. 20 minutes, ils sont sympas, ils sont motivés. Mais 20 minutes dans le quotidien, c'est énorme. 20 minutes avant, on donne une autre leçon. Ils nous ont dit, ouais, bah alors pour votre expérience, d'habitude je ne consacre qu'une demi-heure, mais pour vous, j'ai consacré 1 heure à ce sujet. Donc souvent, on fait des vraies expériences dans les vraies écoles, mais ce n'est pas tout à fait la réalité d'un enseignant. Et comme j'ai dit, on va se concentrer sur l'outil, alors qu'en général, non, en classe, il va utiliser l'outil et d'autres activités. Donc, ça, c'est une explication. C'est que, pour finir, les évidences qu'on produit ne sont pas totalement translationnelles, comme on dit ça. Après, moi, je suis un labo, donc mes doctorants, ils développent ça, puis ils partent dans le monde. Hein, il y en a 18 qui sont profs ailleurs dans le monde, je suis très fier de ça. Mais le truc pourrit. Une technologie, ça pourrit tout seul, parce que les technologies changent. 5 ans plus tard, l'outil est inutilisable. Quelle est la seule solution pour faire un outil pérenne? C'est une start-up.
Et une start-up, c'est la chose la moins pérenne qui existe, parce qu'il faut survivre. Hein. Vous allez dire, ah, mais écoutez, ce produit est formidable, le directeur vous dit, produit formidable, ça m'intéresserait, mais là, les budgets pour 2024-2025 ont déjà été décidés. Donc, je pourrais peut-être acquérir votre technologie en 2026. Mais en 2026, la start-up, elle sera morte. Hein. Donc, c'est un marché difficile. C'est un marché difficile. Dans les 100 start-up, il y en a qui vont bien, mais voilà. Il n'y a pas un service ministériel qui dit, ben, nous, on va fédérer, on va mettre ensemble tous les logiciels, etc. Ce sera un énorme travail, parce que les trucs vieillissent, pourrissent, parce que ça ne marche plus sur Windows, machin, etc. C'est un énorme travail. Donc là, il y a une perte assez considérable. Mais le rôle d'un labo, c'est de produire des doctorants. Voilà. Ce n'est pas de développer des produits pour les écoles. Alors, à la fin de leur thèse, ils ont un prototype, ils ont un produit qu'on a testé, mais s'il faut faire un produit, il faut tout jeter et tout réécrire. C'est ce qu'on a fait avec l'application d'écriture, parce que pour finir, entre une thèse et un produit robuste, commercialisable, il y a ces deux mondes différents. Donc, on peut garder le prototype, même si on a prouvé qu'il marchait, il faut réécrire tout le code. Donc, c'est assez dur. Et puis, tous les doctorants n'ont pas envie de faire une start-up. Voilà. Encore une question avant qu'on se... Ariane, tu peux? Après, il y a le café, vous allez voir, on trouve de l'énergie. Merci beaucoup, très passionnant. Je voulais savoir, donc vous avez présenté un outil pour la dysgraphie, donc forcément vous travaillez aussi avec des jeunes enfants. Est-ce que vous recevez parfois des critiques de parents, de professionnels contre l'utilisation des écrans chez les jeunes enfants, et comment est-ce que vous répondez? Ben, je réponds exactement comme j'ai répondu précédemment. Oui, bien sûr, on veut contrôler le temps écran des enfants. Hein, on ne voudrait pas une école dans laquelle ils passent la leçon 1, la leçon 2, la leçon 3 sur un iPad. Et ce que j'ai dit, c'est dans la leçon 1, ils ne font pas 50 minutes de iPad, ils font 4 fois 15 minutes, ça ne fait pas 50, j'en suis conscient. Et donc sur les 60 minutes, ils auront peut-être travaillé 15 minutes sur un iPad, et puis après, il y a la leçon de conjugaison dans laquelle il n'y aura peut-être pas d'iPad, etc. Mais pour le moment, on est un peu en deux extrêmes. D'un côté, on me dit... Comment ça se fait qu'après tout ça, il faut vraiment que vous ne soyez pas doué, il n'y a toujours rien dans les écoles. Hein, et en même temps, on me dit, oui, mais il pourrait y avoir beaucoup trop. Eh ben, entre rien et trop, on pourrait trouver un peu une utilisation. Je pense que la solution, le digital n'a aucune valeur en tant que tel. Encore une fois, il n'a aucun effet. On m'a toujours dit... Pierre, parce que j'étais très impliqué dans l'histoire des MOOCs, des grands cours Massive Open Online Course, est-ce que les MOOCs sont bons pour apprendre? Je dis, les bons MOOCs sont meilleurs que les mauvais MOOCs. Ça, je peux vous le dire. Mais ce n'est pas parce que vous mookifiez un cours, mais c'est toujours ça. Donc, il faut arrêter de... Voilà, il faut dire, tiens, est-ce que cette technologie, elle me permet de faire quelque chose en classe que je ne peux pas faire? Sinon, ben alors arrêtons de crier du courant pour rien. Hein? Si oui, par exemple, mesurer la motricité fine de la main, pour travailler la motricité fine de la main, ça c'est quelque chose que cette technologie permet de faire. Donc, ça vaut la peine qu'on y consacre un peu de temps et quelques électrons. Est-ce que c'est tout bon? Ou une dernière question avant qu'on passe au café et qu'on reprenne après nos symposiums? Alors, dernière question. Merci, c'était très intéressant comme présentation. Et j'ai une question par rapport à la formation des étudiants à l'université. Est-ce que vous mettez en place aussi... Vous pouvez répéter la question? Est-ce que vous mettez en place des outils pour la formation des étudiants à l'université, en tout cas vos propres étudiants? Des étudiants quoi? À l'université. Ah, excusez-moi. Oui, on a eu des outils, notamment pour la gestion des séances d'exercice. Vous n'avez pas tellement ça. Chez nous, on a beaucoup d'exercices, c'est-à-dire physique première année, 2 heures de cours, 2 heures d'exercice. Les étudiants sont dans des salles, ils attendent l'assistant pendant des heures. Et pendant 67% du temps, si je me souviens bien, ils ne travaillent pas quand ils attendent, au lieu de continuer à travailler, parce que sinon l'assistant ira ailleurs. Et donc là, on a développé une technologie pour eux avec des petites lanternes. On fait beaucoup de choses, on a fait beaucoup d'études sur les cours online.
On a montré, par exemple, la semaine passée, donc les étudiants suisses, il y a 2 sortes d'étudiants qui viennent à l'EPFL, ils ont tous une maturité, mais certains ont pris maths renforcé et certains ont pris maths standard. Les étudiants qui ont pris maths standard ont beaucoup de difficultés à l'EPFL. Le taux de réussite est moins de 20%, quelle que soit la section. Et donc, on a montré que la participation dans les forums, on a un nouvel outil de forum, donc de questions-réponses pour les cours, qu'il n'apporte pas de valeur, de réussite supplémentaire aux étudiants qui sont déjà bons, mais les étudiants qui viennent avec un background faible en mathématiques, qui participent activement, qui lisent et qui postent dans les forums, ont un gain important, et parmi eux, les filles ont un gain encore plus important. Donc on fait beaucoup de choses comme ça. Dans mon rôle de ministre de l'Éducation à l'EPFL, je veux des données tout le temps. On développe beaucoup de choses à Jupyter Notebooks, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'outil universel à l'EPFL, que ce soit dans un cours ex cathedra où on veut interrompre, donner un problème, jusqu'à leur thèse dans lequel ils utilisent beaucoup ça. Vraiment rendre les cours ex cathedra plus interactifs grâce à... Donc on fait énormément aussi au niveau on a aussi le Learning Companion, qui est un outil pour développer des bonnes pratiques d'études pour les étudiants de première année, dans lequel ils se rapportent à eux-mêmes le temps qu'ils ont passé pour avoir un peu un feedback sur est-ce que je travaille bien mes cours, etc. Donc on a pas mal de choses, mais dont je ne vous ai pas parlé aujourd'hui. On va applaudir encore, du coup. Merci.